C'était nous, les petits soldats français sous un soleil de plomb, les pieds dans les champs de blé, la tête au champ d'honneur, la trouille au ventre et la merde au cul. Pourtant, on avait confiance. Dès la porte de Bagnolet, Berlin était déjà tombé entre nos mains. C'était l'occasion de la revanche de 70, puisque les si lourds teutons recommençaient leurs bêtises. Mais cette fois, nous étions prêts. On allait leur faire bouffer leur casque à pointe en cuir bouilli. Les premières histoires que j'ai entendues concernaient mon grand-père paternel, et elles étaient racontées par ma grand-mère. Et quand j'étais môme, à l'époque, j'avais 6 ans, 7 ans, ça me terrorisait, ça me faisait peur. Ça m'a marqué, c'est évident, parce que c'est les premiers récits de guerre que j'entends. Donc j'ai envie de représenter, non pas ce grand-père, mais les types qui étaient avec lui. Ça plaisait beaucoup aux gosses de voir défiler les héros, musique en tête. C'était pourtant un bien mauvais exemple qu'on leur donnait. Mais depuis le temps qu'on leur bourrait le mou à la communale et à l'église, ils auraient bien été capables de venir avec nous à l'Étripade, si on les avait laissés faire, les mômes. Le Poulet, c'est un peu loin de Paris pour toi, pour venir bosser. Les locaux sont un peu loin pour venir bosser. Non, si tu me dis qu'il y a une demi-heure de train, c'est pas de problème. Mais pour des trucs précis, tu vois, il faudrait que je programme des trucs là comme le Lewis ou autre chose. C'est vrai, t'en as une? Il y en a une. Fais-moi voir ça. On est dans la réserve des objets du futur musée que va monter Vernet. Elle doit être par là. Alors ça, c'est des crécelles... Non, ah oui, là, t'as une crécelle anti-gaz, là, si tu veux. Et elle marche, quoi? Oui, elle fonctionne, oui. Vas-y. Tu tournes? Non. Pas terrible. Alors, en réalité, c'est rien. Ça fait fort, mais... Oh, je suis pas plus mal. Tu pourras réutiliser l'objet en tant que... Là, tu as le lance-fusée, et tu as, voilà, une boîte avec les fusées, différents types de fusées. Ça, c'est allemand. C'est allemand, oui, oui. Mais le truc français, à peu près la même Non, il est gamme. en bronze. Je vais aller chercher le fusil mitrailleur, Jacques. Tiens, Jacques. C'est lourd. Non. Voilà. On va pas le fixer complètement, mais tu as ton chargeur camembert qui est dessus, voilà. Nous, avec nos gamelles en fer blanc et toute la quincaille qu'on trimballait sur les endos, on aurait dit la foire à la ferraille, ajouter à ça le raffut des boutéons, des bidons, des pelles et des marmites, et on pouvait dire, sans se tromper, qu'on n'était pas discret dans la campagne, d'autant plus qu'avec nos costumes de cirque, on était des cibles épatantes. Tu as vu, là, on sent les... Là, ça a été pilonné, là. Ah, quelques obus, mais pas beaucoup. Pas beaucoup. On est complètement de l'autre côté du front, là. Le fort est presque intact, là. Il a pas souffert. C'est pour ça qu'il est intéressant, parce qu'on va voir, là, à quoi ça ressemble. Mais quand j'étais gamin, dans le fort de Tavannes où je dormais, c'est vrai que c'était dangereux, comme c'est pas possible. Il passait la nuit Oui. pour te faire peur. Non, j'arrivais en stop depuis Paris, je dormais... Je restais 2-3 jours, il n'y avait pas d'autoroute à l'époque, rien du tout. Je dormais dans le fort de Tavannes, puis je me baladais. Mais ça n'avait rien... Tu sais, en 30 ans ou 40 ans, ça a changé. Il n'y avait pas cette végétation. Il y avait encore des vestiges partout par terre, des casques, des obus. Bon, c'est vrai que je ramassais des objets à l'époque, mais tu sais, c'était un peu insolite. Un bidon, un casque. Voilà, tu as le fort. Landrecourt, Ouais. 1986. Bon, il y a le pont-levis, on voit bien l'architecture fortifiée, qui est à la fois effrayante et en même temps belle, que je trouve beau, quoi. Au niveau architectural, je trouve ça beau, et en même temps, je sais que c'est tout à fait épouvantable. Ouais, c'est vrai qu'on se demande pourquoi ils n'ont pas essayé d'en sauver
comme un témoin de la fortification, en fin de compte. Le dilemme, il est là. Qu'est-ce qu'on doit effacer? Est-ce qu'on efface les traces ou au contraire, il faut les préserver, essayer de sauver quelque chose? N'effacez pas nos traces. Tiens, Jacques, la galerie de fusillade, tu sais, dont tu parlais, regarde l'espace. Là, on doit être sous le pont-levis. Imagine le mec qui est au créneau, là, avec Son fusil, son lebel. Là, tu es dans un château fort. Hein. C'est vraiment une autre architecture. Hein. Ouais. Là, c'est un endroit où ils protègent l'entrée du fort. Attention. Comme on affronte, au bout d'un quart d'heure, les pièces liées, tout ça, et c'est leur quotidien de tous les jours. Inimaginable. On est loin de quoi qu'on pense, quoi qu'on fasse, quoi qu'on écrive, quoi qu'on dessine. Ah oui, non, mais on n'y arrive pas. Non, mais on peut pas y arriver. Non, mais ça, on le sait très bien. Mais chaque jour, c'est encore pire. Tu vois, non, mais on sait très bien que la représentation de cette guerre en images, qu'elle soit dessinée, filmée et tout, est quasiment impossible. Putain, quelle merde, tu te rends compte? Imagine 100 mecs qui passent là-dedans, 200, Et 300. puis avec les ornières, des roues de canon, je ne sais quoi. Mais tu sais, on voit des mecs en train de remplir leur bidon dans des flaques. Ou le quart. Le gars, dans cette eau-là, il est en train de remplir son quart et boire. Ouais. Nous avons creusé les premières tranchées. Le temps des petits soldats de plomb en rang par 4, 8 ou 16 était terminé. Nous étions devenus des terrassiers occupés à aménager consciencieusement leur propre fosse commune. Du fond de nos tombes, on a compris qu'on était là pour un long moment. Les alboches n'étaient pas décidés à rentrer chez eux et on était encore assez loin de Berlin. Moi, tout ce que je comprenais, c'est qu'on s'installait dans la guerre. Bon, allons-y. Alors, ce sont des chiens de la Deuxième Guerre mondiale. Et alors, j'ai pris des intérieurs, mais je ne sais plus à quoi ils correspondent. C'est pour ça que Vernet est indispensable. Je l'appelle jour et nuit pour lui demander comment ça fonctionnait, etc., etc. Et il m'amène évidemment, il m'amène pas un char d'assaut, mais il m'amène des photos, il m'amène toute la documentation dont je peux avoir besoin. Quand j'ai démarré ça, il y a 30 ans, 35 ans, il y avait très peu de livres, en dehors des romans, il y avait très peu de livres de photos, par exemple. C'était assez difficile de trouver de la documentation. Au départ, Vernet m'envoie un espèce de chemin de fer, année par année, voilà, par exemple 1917. Alors moi, je vais me caler sur les dates. Sur les dates, à savoir que, bon, ben, c'est vrai, l'offensive du chemin des Dames, c'est en avril. C'est en avril et il neige. Bon, je ne peux pas éviter ça. J'utilise pas tellement le système narratif. Il n'y a pas de bulle. Le cadrage est toujours le même. J'étais parti du principe que c'était l'horizon, c'était ce que voyaient les mecs dans la tranchée, tu vois. J'ai opté pour ces 3 bandes en 70 mm, si tu veux. Semblables à des clochards en armes, on consolidait nos cagnats dans les moments d'accalmie et on se gelait le cul au créneau, le regard rivé sur ceux d'en face, la trouille au ventre et la goutonnée. Le brutal toussait à heures régulières, les Allemands ripostaient, quelquefois c'était eux qui sans prévenir prenaient l'initiative du carnage. Et des hommes étaient réduits en bouillie de barbac et de boue, les os brisés, chair mise à nu, corps disloqués, débris humains pas regardables. L'horreur, l'horreur, l'horreur.
Il était presque entier. Hein. Et donc il avait un journal de 17 sur lui. Dans Là, ce champ? oui, derrière le poteau là-bas. Et il était pratiquement entier le gars. Et il y avait son portefeuille et tout, faire des pièces dedans. Et on a retrouvé la famille et la famille est venue le chercher. Mais je me souviens, j'avais 10 ans à l'époque. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Craonne sur le plateau qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. Vous voyez, le plateau est là-haut. Et donc sans arrêt, ils veulent prendre des observatoires. On est pratiquement sur la première tranchée de la première ligne française. Ils sont partis d'ici. Et juste en face de vous, vous avez ce qu'on appelle le saillant du Tyrol. Et ici, les bastions de Chevreux de ce côté-ci, avec les fortifications allemandes. 4 à 5 lignes de fortifications allemandes. Et derrière les sapins, vous voyez le vieux crâne. Et juste au-dessus, vous avez le plateau de Californie. Donc les gars, on les a fait partir d'ici en leur disant, en 2 jours, vous devez prendre le plateau et être dans la vallée de l'autre côté, et arriver sur l'An. Et ben, ils ont mis 3 jours pour arriver au pied des peupliers là. Et après, ils ont pris le vieux crâne entre le 22 et le 25 avril, où les sapins. Donc à mi-hauteur. Encore une semaine. Et là, ils sont restés 9 jours dans les caves sans bouffer, sans ravitaillement, sans rien du tout. Donc après 9 jours passés dans les caves, on les fait repartir pour prendre le plateau. Et rien que le plateau, des caves du vieux crâne au plateau, il y a quoi ? Entre 150 et 200 mètres. Ils sont partis le 4 mai dans l'après-midi, ils sont arrivés le 5 mai au soir. Ils ont mis 1 journée et demie pour s'accrocher au plateau. Imagine la situation, cette terre-là, en plein bombardement après 3 ans de guerre dans la boue, où tout est noir. Là, on a du vert, on a encore... Mais tout est noir, hein, tout est boueux, tout est... Les mecs, ils sont encrassés, tu vois pas comme il fait froid en plus. Et puis C'est souvent, ça qu'on comprend pas. quand on voit sur certaines photos, on a l'impression que les types se sont battus dans une décharge d'ordures, tu vois. Tout ça ne ressemblait plus à rien. Dans le grand chaudron où on était, on s'efforçait de tenir des positions dérisoires au beau milieu d'une décharge publique, une sorte de morgue en plein air. Pour enterrer les cadavres des copains, il nous fallait attendre la nuit, en espérant ne pas se trouver piégé par une fusée éclairante, à jouer les ombres chinoises qu'on tire pour 1 kilo de sucre ou un panier garni à la foire du trône. Là, tu vois, on a une idée quand même assez précise de la vie du soldat dans la boue. Les soldats montaient là. Vous voyez, c'est des marais de chaque côté. Et donc, ils ont rassemblé de la terre pour être à peu près au sec. Ils ont creusé leur tranchée sur cette butte-là. On va la prendre. Et tu vas voir là, au fur et à mesure qu'on va avancer, elle est détruite. L'artillerie. Ah ouais. Fais attention, j'ai fait. Évidemment, la tranchée était beaucoup plus profonde. Une fois, on avait évoqué, tu sais, les mecs qui avaient eu tellement les jetons à courir courbés en deux, comme ça, Ils ne se relèvent pas. qui après sont restés On reste à en 90 posture, dans degrés. les postures de traumatisme. Plus de ouais. 200 000, ils estiment, je crois. Plus de 200 000 hommes qui sont traumatisés, qui ne se relèvent pas d'être passés dans les boyaux comme ça. Alors là, vous y allez un par un. Vous ne touchez pas aux parois. Ça vaut le coup d'y rester un moment, genre. Pardon, mais touchez pas aux parois, parce que c'est pas fragile, mais... C'est un abri fumeur. On a l'impression d'être dans la baleine de Pinocchio. Ouais. Si, il y a des tôles là. Ah, c'est Il éventuellement. en reste une. Imaginez le poids d'une tôle comme ça et la montée sur le terrain, tu vois. Il y a des pauvres gars de corvée qui montent tous les matériaux nécessaires, y compris les tôles. Hein. Une tôle comme ça, il faut la trimballer. Dans la petite tranchée qu'on vient de voir, là, quand même. Il t'a dit de ne pas toucher aux cloisons. Bien, chef. C'est pas humide. Tiens, viens voir. T'as un obus, là. Noël a trouvé un obus de 77 allemand. Donc, on n'y touche pas et on le signale à la sécurité civile qui viendra le ramasser. C'est forcément très dangereux. Hein.
Là, t'as quand même un beau trou d'obus. Là, Hein. là c'est pas 200... Oui, non, mais si tu tombes dedans, tu t'en tu sors remontes pas. Tu remontes pas. Les Allemands savaient où ils étaient les gros trous d'obus. D'abord, il y avait les barbelés détruits à certains endroits, donc les Allemands savaient, ils ne l'ont pas réparé. Ils savaient qu'ils allaient passer là, parce qu'on passe pas dans les barbelés. Hein. Tu vois, les barbelés, on les appelait des séchoirs. Pauvres pantins, séchant au soleil dans les cordes à linge. Les gars, ils hurlaient, ils appelaient pour qu'on les défasse des barbelés, les gars. Pauvre empêtré, mort pour rien, qui pourrit entre les lignes. Quand ils montaient à l'attaque, ils étaient obligés de passer sur les bordures. Et là, les mitrailleuses, ça donnait un cœur joie. Hein. Parce qu'ils les repéraient. Hein. Il y a des corps partout. Hein. C'est dingue, même. Combien de garçons sont ici? Broyés. Oui, on est dans un cimetière. La riposte ne s'est pas fait attendre. On s'est affairé des deux côtés à s'expédier méthodiquement et avec application des projectiles plus ou moins rudimentaires dans le but de tuer la plus grande quantité d'hommes possible. Le brouillard s'est levé, le temps idéal pour une sortie. La forêt a repris ses droits ici. Hein. La nature efface les traces. Et encore, quand tu regardes bien, regarde les tranchées, t'en as partout. Hein. Moi, j'ai pas de réponse. Je suis de toute façon, devant tout ça, moi, je m'interroge toujours. Comment cela a-t-il pu se produire? Puis c'est tout. J'ai pas... Il y a un officier, je ne sais pas très bien où il est, mais qui a été enterré et sa veuve a voulu fleurir toutes les tombes, les Bretons, avec des hortensias. C'est beau au printemps, hein. Ils ont gelé là. Ça rend le truc encore Oui, plus sinistre. Hein. Quand je fais des dédicaces, Tiens, je suis obligé d'utiliser la symbolique de la croix comme ça. Ça me gêne. C'est vraiment un endroit d'une tristesse. Quand je t'écoute ou quand je t'entends, quand tu te rebelles, moi j'aimerais que ce serait eux de pouvoir dire pourquoi ils sont restés, pourquoi ils ont continué, pourquoi... Ben oui, mais bien souvent, les témoignages, tout ça, bon, c'est pas toujours très satisfaisant. Non. Il est très difficile d'imaginer la mentalité d'un jeune homme de 18, 20, 21 ans en 1914. Aujourd'hui, au moment où nous parlons, c'est quasiment impossible. Donc déjà là, il y a un espèce de décalage. Et puis après, il y a toute une série d'interrogations auxquelles ils n'ont pas amené de réponse satisfaisante. Tu vois, quand je vois certains textes, on en a certains où l'homme a écrit en 1920 ou 22 des choses, et en 1950 ou 60, il les relit. Il n'est plus d'accord. Il dit plus la même chose. Et ce qu'il a dit en 18 ou en 16 ou en 20, il ne peut plus le dire en 60. Et au contraire, des choses qu'il n'a pas pu dire en cette sortie de guerre, il va pouvoir le dire quand il arrive à 60, 80 ou même 100 ans. Mais ça ne résout pas toutes les questions. Je veux dire, c'est... Non. Tant qu'elles resteront sans réponse, on s'interrogera. Il y a combien de types qu'on n'a jamais retrouvés? Au moins 600 000 là en France. C'est les fameux disparus. Il y a environ 200 000 Français, 200 000 Allemands, 200 000 Anglais qui sont toujours en Amérante. Je dis Amérante parce que c'est l'image qu'on veut bien garder. Je vais partir. Là, ça me donne la silhouette du truc. Tu vois, cette photo, ça me plaît bien, cette idée-là du char qui est coincé, parce qu'on nous les présentait toujours comme des trucs vraiment qui franchissaient les parapets et tout, qui étaient légers et efficaces. Je vais voir mes deux mecs. On peut imaginer, après une attaque quelconque, mon allemand et mon français, ils se retrouvent face à face. Ils se retrouvent là,
épuisés l'un en face de l'autre, aussi cons qu'au début de l'histoire. Est-ce que ça serait le même mec coupé en deux? Alors je peux faire ça, je sais pas, mais... Donc ça, c'est après la bataille. Et ils se reconnaissent. Oh putain, tu peux pas savoir le nombre de bouquins dont j'ai besoin à chaque fois pour un seul dessin. Avant de passer à l'ancrage, dernière vérification, est-ce que j'aurai la place? Ça va sauter. Si j'ai un texte ici, et bien évidemment que c'est le seul endroit où je peux le mettre, c'est ici. Je m'étais réservé cette zone. Alors, le char avec une mitrailleuse, c'était un char femelle, et avec un canon, un char mâle. Hein, on est à la caserne, là. Il est évident, si tu veux, que l'objet, quand tu l'as sous les yeux, même détérioré comme ça, te donne énormément d'informations. T'as envie de le dessiner. Parce que, bon, la photo, il y a des tas de photos de ces chars-là, évidemment, tu le reconstitues, mais il te manque, tu ne peux pas tourner autour, il te manque toujours des détails, un rivet, tu sais pas à quoi ça sert, tu comprends rien. Tu vois, avec cette plaque-là, qui pend avant, là. Je vais l'éclairer. Ça, il faut l'utiliser tel que... Pas essayer de le reconstituer en bon état. L'histoire de ce char britannique est liée à la bataille de Cambrai, puisque en fait, ça a été un des acteurs de cette terrible bataille qui s'est déroulée le 20 novembre 1917. Ce char faisait partie d'un groupe de 476 chars qui ont été lancés ce matin-là. Il a pris 5 coups au but qui ont immobilisé le char et qui ont tué 4 membres de son équipage. Ce qui est intéressant, c'est de préciser, c'est les conditions de l'équipage. C'était l'horreur absolue. D'abord, c'était l'inconfort du bruit, le bruit du moteur. Il y a beaucoup d'équipages qui sont sortis sourds de la guerre. Hein. Mais le pire, c'était encore le bruit des balles qui venaient s'écraser contre les parois du char. C'était des milliers de coups de marteau qu'on donnait sur la plaque de fer. À chaque fois qu'il y avait une balle qui venait frapper la paroi du char, il y avait un petit éclat qui se détachait de l'intérieur et qui venait blesser souvent au visage ou aux bras ou aux mains l'équipage. Alors on les avait dotés d'un masque de tankiste, une espèce de plaque en fer qui est ouverte avec des fentes, et puis on a recouvert l'ensemble de cuir pour donner un meilleur confort pour le visage, et le bas est protégé. La bouche est protégée avec une cotte de maille, en fait, comme ça. Alors, il y en a qui ont une particularité, c'est qu'en 14-18, on avait le droit de fumer dans les chars, et il y en a pas mal qui coinçaient la cigarette à travers la cotte de maille. Il y a un trou pour passer la clope. Voilà. Et donc, les mitrailleurs étaient debout, là. Hein. Les mitrailleurs, ils étaient accroupis, hein, parce qu'au niveau de la hauteur, ça, c'est la boîte de lubrification pour les chenilles. Et il y a encore l'huile dedans. Vous voulez mon point de vue, c'était l'inconfort. Parce qu'ils auraient pu mettre des petits sièges aux mitrailleurs. Moi, si tu veux, ça m'intéresse de l'utiliser tel que, parce que ce que j'aime représenter, c'est le résultat. Oui, mais justement, pour moi, c'est... La catastrophe. Je trouve que c'est beaucoup plus parlant et beaucoup plus efficace. Quand tu penses que Philippe, qui nous reçoit, là, il a mis 15 ans de recherche pour localiser ce char, ensuite prouver qu'il en avait trouvé un, intéresser les gens à l'aider, et ce char... Regarde-le, il continue à chercher. Boulon. Un boulon, c'est peut-être un des boulons de char. Ça, c'est pour avoir des rythmes. J'ai ça, j'ai mes poteaux, j'ai ce truc qui est là, j'ai ça. Pour avoir...
Tu vois ce que je veux dire? Ça risque d'être long, hein. Maintenant que tout ça, ça papillonne comme ça, il faut que j'ai des priorités. Bon, alors elles sont évidentes. Donc je dégage mon mec. Certaines taches noires comme ça, tu vois, sont nécessaires parce que ça me permet de mettre en avant, faire avancer un élément sans avoir à épaissir le trait, ce qui est toujours chiant. Alors après, il va y avoir évidemment un gouachage. J'ai toujours des problèmes avec les bottes. J'ai toujours tendance à faire des Santiago, tu vois. Très léger la couleur. Attends, lui, il n'est pas assez verdâtre. Il n'est pas assez vert. Bon, c'est pratiquement fini. Là, j'ai juste un petit truc à mettre en valeur. Là, c'est très délicat. Il faut y aller très mollo. Très, très, très mollo. Très, très, très mollo. Pas mettre du rouge partout. J'en ai peut-être même déjà trop mis, là. J'ai terminé. Tu sais où tu le places d'ores et déjà ce dessin? Non. Non, mais il est obligatoire, puisque c'est la dernière rencontre de mes deux personnages. Donc c'est peut-être à l'issue d'une offensive allemande, parce qu'ils ont mis un dernier coup de bélier avant d'être refoulés. Alors c'est peut-être à l'issue d'une offensive comme ça qui a échoué, que les deux mecs se retrouvent l'un face à l'autre, comme au tout début de l'histoire. Le calme était revenu, seulement les cris de souffrance des agonisants. Pendant l'assaut, sous une pluie d'obus, je m'étais laissé distancer pour mieux faire le mort dans les bois. J'avais encore la tremblote lorsque j'ai constaté qu'un Prusco piquait un roupillon contre mon épaule. Avait-il manœuvré comme moi? Avait-il voulu sauver sa peau avant tout, se foutant pas mal de l'issue de cette tuerie qui ne le concernait pas? Cette possibilité me le rendait un peu sympathique, mais je n'étais sûr de rien. T'as eu le temps de faire sécher tes bandes moltières, Jacques? Regarde, tu vois, la vraie boue. C'est dommage qu'on n'ait pas pris le gratte-cul. Brouillard sur la forêt d'Argonne, le vent souffle vers mon faucon. Nous voici bientôt en automne, mais la guerre ignore les saisons. Donc en réalité, les Allemands en 14 arrivent jusqu'à Varennes-en-Argonne, hein, ils mettent le feu. Ensuite, il y aura, après la bataille de la Marne, cette stabilisation du front sur cette crête. Et les combats vont rester là pendant... L'année 15 va être particulièrement une année de lourds combats en Argonne. Hein. Et voilà pourquoi. Ça, c'est un village complètement détruit et reconstruit. La bizarrerie de cet endroit, c'est ce qu'on appelle la guerre des mines. La guerre des mines, voilà. Voilà Vauquois, enfin ce qu'il en reste. Regarde ce terrain. Regarde, Oui, mais t'as vu des cartes postales du Patelin avant, avant, hein. ouais. Bah, Donc disons, l'église était à peu près par là. bah, hein. elle était plus haute que nous. Et voilà. l'église était en Oui, hauteur. On voit une rue principale qui monte. C'est impressionnant. On peut dire qu'il en reste rien du tout. hein. La curiosité de ce village, en fin de compte, c'est un peu un condensé de la guerre 14-18. La guerre de mouvement, le village est dépassé. Ensuite, il y a les assauts répétés pour que les Français le reprennent et que les Allemands le gardent. On a vu aussi un observatoire extraordinaire, hein, tu vois. Oui, c'est un Regarde, point stratégique. de ce côté-là et de l'autre côté, tu vois. C'est pour ça que Ouais. les mecs vont se battre pendant combien de temps? Bah, toute la guerre, les 4 années, là. Donc, les positions françaises étaient de ce De l'autre côté. côté, là, on est les dans les lignes Allemands. allemandes. La première ligne, on voit bien, regarde la tranchée de première ligne. Mhm. Tu vois.
Ça, c'est de la tomate du village. Côté français, il n'y a pour ainsi dire plus de tranchées. Bon, là, on est à la hauteur d'une véritable tranchée. Là. Mais là, tu as un peu tous les systèmes, les sacs, bon, les réseaux de barbelés. Là, il fait 30 cm de large, mais à l'origine, il doit aller jusqu'au bord de la lèvre. De toute façon, au moment des combats, il n'y avait pas d'herbe, il n'y avait rien du tout. C'était glissant. Imagine, les gars ne peuvent pas descendre, remonter, c'est pas... On est quand même à peu près à la hauteur. Là, parce Bah là, que tu peux monter encore, mais Ouais, dans non, le creux, voilà, là, tu vois, là, tu es protégé déjà. Hein, la tête sort pas. Et alors là, on voit bien donc l'espèce Le mécano, de ouais. truc qui était enfoncé. Et ça permettait de De retenir. consolider, de faire des marches, ça peut se tordre. On retrouve ça partout. Ils accédaient directement des galeries souterraines dans la tranchée. On écoutait les coups de pioche, en espérant que la relève nous tirerait du trou à rats où nous étions. Vauquois, c'était le nom de l'endroit. Le village de Vauquois avait été complètement bouffé par en dessous, il n'en restait plus rien. Ils appelaient ça la guerre des mines. Des tonnes d'explosifs qui vous éclatent sous les fesses, ça n'a rien d'agréable, croyez-moi. À partir du moment où on n'arrive plus à se déplacer à l'horizontale, on va creuser, faire sauter l'adversaire qui va rendre la politesse, etc. etc. Toujours attention à ta tête, Jacques. Vous avez cette galerie qui descend, hein, donc jusqu'à 20-25 mètres. Et puis à partir de là, vous avez des rameaux de combat qui partent à droite et à gauche, et qui se terminent avec un fourneau, dès qu'on est sous la ligne de l'adversaire. Alors on creuse comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. On descend à combien? 45 mètres la plus profonde. Hein. Et alors les soldats qui travaillaient là, est-ce que c'était des types, justement des mineurs, des types dont c'était le métier? Non, non pas du côté français. Chez les Allemands, oui. Allemands. Les Allemands, ils avaient amené des hommes de métier. Normalement, il faut une chambre relativement grande. Il faut la charger donc d'explosifs, reboucher derrière. Ah, putain. Il faut Puis reboucher. remonter tout. C'est assez terrifiant. C'est la relève qui s'est retrouvée engloutie au fond d'un cratère gigantesque. On avait fait fissa pour vider les lieux. Les pauvres gars qui nous remplaçaient avaient, eux aussi, entendu les coups de pioche. Et puis plus rien. Et puis une grande déflagration. Et puis plus rien. Vauquois, c'était le nom de l'endroit. Tu te vois vivre là-dedans Ah non, 15 jours? Absolument T'as pas. besoin de soleil, t'as besoin de lumière. Bon, en plus, c'est certainement bruyant. Là, on est dans un silence absolu, mais tu peux écouter éventuellement les perforateurs, les groupes électrogènes dehors, les explosions au-dessus, les ronflements, les paix des gars qui sont à côté. Hein, je veux dire, c'est une ruche hein, là-dedans. Normalement, là, c'est un lieu de travail, tu vois, il y a une table, tout ça. Mais ils dorment aussi, ils tendent des hamacs. Et Ils dans dorment ce local-là, dans ces locaux-là. à ouais. 4. Oui, là, ils sont 4. C'est une petite pièce pour 4 personnes. Ce qui est fascinant, c'est de penser que, bon, ça s'est peut-être produit, j'en sais rien, qu'à certains moments, les types étaient très très près, très très proches les uns des autres, non? Ah ben, ils se sont même rencontrés. Des fois, ils étaient séparés de quelques centimètres de glaise. Et puis, un dernier coup de pioche, ils se retrouvent dans la galerie ennemie. C'est arrivé dans ces... Là, le sol se prête énormément à tout ce réseau souterrain. C'est une véritable taupinière, là. C'est un gruyère. Alors, il faut Ça, que tu m'expliques. Alors ça, là, tu as un masque de sapeur-pompier. Évidemment, il a que ça sur la tronche. Ouais. C'est les premières utilisations de protection lorsqu'ils utilisent pour la première fois les lance-flammes, à Vauquois. Et alors après, comment ça se Ah bah, il y a des tuyaux hein, pour des arrivées d'air. Alors ça aussi, je le dessinerai tout à l'heure. Ça m'intéresse. Et ça, c'est des détonateurs de Vauquois? Oui, celui-là est bon, mais il est anglais, celui-là.
Ce qui est intéressant, c'est le fait que, Là, t'as vraiment la parallèlement à des trucs qui vont être de plus en plus sophistiqués, on revient quand même au Moyen-Âge. Je pense que c'est pratique dans la tranchée, plus pratique que le fusil. Ça, c'est des mecs qui se les fabriquaient ou quoi? Pas toutes, certaines oui, artisanales, mais il y en a beaucoup qui sont distribuées dans les unités. Ça doit faire extrêmement mal. Le garde civique, il a son uniforme de l'entrée en guerre, Ah ouais. avec le chapeau. tu comprends. Avec une cible, avec Ouais. une grande cible blanche. C'est un travail qui est beau. Bon, là, il l'a pas fait dans les tranchées. Non, c'est pas beau du tout. Non, enfin, qui est beau. Intéressant, voilà. Curieux. Ces chaussures, ça paraît idiot, mais si t'as pas ça, Et où est-ce que tu les as trouvées, toutes ces pompes là 40 années de fouine. Rappelle-toi, les puces au départ, et puis les ventes aux enchères, et puis des feuilles des collectionneurs, puis les brocantes. Bon, c'était donc le rayon chaussures. Rayon chaussures. En réalité, là, je suis en train de trier, de remettre en place, essayer de reconstituer les selles complètes. Le musée ouvrira en 2011. Je pense qu'il y a environ 15 000 objets ici, dans cette pièce-là. Avec quelques objets, on peut raconter une histoire. Ça devient de plus en plus gros. Ouais. Mais c'est encore aussi, c'était à la maison. C'était chez lui. C'était chez lui. C'est ça qui est insensé. Et cette poubelle, là, qu'est-ce que c'est? Soulève le couvercle. Tu vas voir la poubelle, à quoi elle sert. Ah, mais c'est un chiotte. Bah voilà. Ah ouais. Bah, c'est un chiotte de tranchée ou quoi? Oui. Il est anglais. Il est anglais, celui-là. Tu vois la bombe de 58, la grosse, là. Ça, il l'amène dans les tranchées, celle-ci. C'est un portable. Imagine la souffrance des gars pour cette corvée de bombe de 58. Est-ce que tu as, tu sais, ces stéthoscopes là pour écouter dans les galeries? J'en ai un allemand, mais c'est pas un stéthoscope à fil. Il est plus perfectionné. Tiens, tu en as un là. Ça se plaque au sol, donc tu écoutes par le sol. Tu as tout un système qui amplifie les signaux. Suivant où tu changes ton stéthoscope, le bruit est de plus en plus fort ou de plus en plus faible. Et quand, il faut avoir une bonne oreille. Quand il est au maximum de l'écoute, il est dans l'axe. C'est tout simple. C'est lui qui tient la lance. Ouais. Et celui qui tient l'appareil derrière, Il peut peut-être en avoir un aussi, mais j'en suis pas sûr. Je sais pas. ça c'est uniquement pour protéger le visage. Ouais. C'est un pinailleur, je pense l'être aussi, donc à partir de ce moment-là, on était fait pour s'entendre. On n'allait pas raconter n'importe quoi et laisser passer n'importe quoi, c'est tout. Est-ce qu'il est à ma taille celui-là? Par nécessité ou par obstination, nos chefs, peu économes en vie humaine et en obus, ont donné l'ordre à la grosse artillerie sur rail de détruire Vaux et Douaumont, histoire que ces magnifiques, coûteuses et inutiles forteresses redeviennent françaises. Et encore, je ne vous parle pas des autres forts de la région. Là, tu vas arriver de nouveau dans une partie bétonnée, tu vois. Ils ont fait Ma ligne rouge. la ligne rouge. Ça sont des traces de balles. Ce sont des éclats, des combats. Il faut comprendre, donc on s'est battu dans ces couloirs, dans ces escaliers. Ça, c'est jonché, il y a des mecs là par terre, il y a des brancards, il y a des blessés, il y a des infirmiers, il y a des types qui attendent absolument désespérés et qui savent très bien qu'ils sont perdus, quoi. Ça a dû être 6 jours très difficiles pour ceux qui sont restés dans les dernières journées. Dans le petit fort de Vaux, on s'est battu. Dessus, dessous, dans les gaines, les fossés, les caponnières et les casemates, à la grenade, à la mitrailleuse, au gaz, au lance-flammes, à la baïonnette et à main nue. Après 5 jours de siège, les pauvres types emmurés dans ce tombeau puant n'en pouvaient plus. Privés d'eau,
Ils buvaient leur pisse et finissaient par se rendre. C'étaient bien eux, les pauvres pigeons du Fort de Vaux. Ça, j'aurais pas voulu y être. La vie dans ce truc-là, dans ce fort, a quand même été très très proche de l'enfer, quoi. Là, c'est monacal maintenant. Et en plus de ça, quand même, ce qu'il faut dire, c'est que ces forts-là n'ont pratiquement servi à rien. Il y a des tables là au milieu aussi. Bah, jusqu'en 1915, il n'y a pas de combat ici. Le front est à une dizaine de kilomètres d'ici, donc ils sont loin du front, c'est un coin pépère. Bah, les Allemands devaient prendre ce fort en 3 jours. Ils vont mettre 3 mois. Donc ils vont mettre 3 mois pour faire 2 km ou 3 km entre Douaumont et ici. À l'origine, en 3 jours, ça devait être dépassé et puis Verdun devait tomber. Et oui, mais ce fort peut rien raconter maintenant, 100 ans après. On peut imaginer la chambrée, là, avec les mecs allant, venant, Oui, le mais c'est soir, la chambrée de jouant aux cartes. Ce qu'écrivent à leur famille, il y a le puni qui est en train de balayer. Tu la vois sous cette forme-là. C'est une drôle de forme, mais c'est pour résister aux coups. Et il y en a une trentaine autour de Verdun. Il y a 2 mitrailleuses dedans. Elle s'industrialisait salement, cette guerre, et avec de gros profits réalisés sur nos cadavres en plus. Automobiles, aéroplanes, motocyclettes, autocamions, saucisses et gros canons. C'est pas beau le progrès ? On y était entré de plein pied dans le XXe siècle. Ça, on pouvait même dire qu'on y était entré les 2 pieds devant. Je me souviens dans les croix de bois, à un moment, les mecs montent en ligne et ils croisent des types qui descendent des tranchées. Ils disent « Où vas-tu, petit soldat ?» Et ceux qui montent répondent tous « À l'abattoir !» Là, il y a un texte. Ils disent à la fin de la guerre, des milliers de blessés de la face étaient totalement défigurés. Non seulement ils vivaient le traumatisme de la perte de leur visage, mais ils étaient abandonnés de tous, y compris parfois de leur famille. Ils n'avaient pas de droit à pension et ne pouvaient pas trouver de travail. En plus, la chirurgie maxillo-faciale était balbutiante. Ça faisait peur aux gens. Tu vois, par exemple, ça, on n'oserait pas le dessiner si on se basait pas sur un document photographique. Ça paraît impossible. Ça, c'est absolument insensé. Alors, est-il mort? Je sais pas. Voilà, donc pour rendre compte de ça, je vais faire une espèce de galerie de portraits. Donc voilà, là j'en ai déjà 6, donc je pense avoir une autre page en face. Je crois que je vais prendre ce personnage-là. L'œil est complètement décalé. Sur ces dessins-là, les personnages, je leur laisse leur regard. Parce que ça me paraît important. Bon voilà, maintenant c'est du remplissage. Hein. Ce que j'essaie, si tu veux, c'est de montrer le truc au plus près en me basant sur ces fameuses photos que je ne cesse de regarder. Je n'ai en aucun cas besoin d'exagérer quoi que ce soit.
Il me suffit de recopier pour montrer. Donc ici, c'est géré par les Canadiens. Oui, Hein? oui. Entièrement. C'est une belle lumière. Voilà le champ de bataille qui a été reboisé, mais qui est très dégagé pour qu'on voit l'état du sol. Les trous d'obus, et il y en a, ils se touchent. Hein. Il faut imaginer ce terrain, il y a 90 ans, plus un brin d'herbe, plus un arbre, plus rien. C'est un endroit qui est respectueux de la mémoire de 60 000 morts canadiens. On a commencé à dépaver assez rapidement la place parce que les obus qui tombaient sur les grès favorisaient la création de petits éclats, donc très dangereux. Donc on a enlevé en fait ces pavés dont on s'est servi pour protéger les colonnes et les maisons. Hein. Et là on voit bien justement sur les façades complètement grainelées d'éclats. Hein, et donc les gens à cette époque-là habitaient dans les caves, qui sont très nombreuses autour de la grande et petite place d'Arras. J.L. King, matricule, Decoy, compagnie, Gloucester Regiment. On est vraiment là dans la zone de guerre, hein. On est à quelques centaines de mètres du front. C'est l'une des rares maisons qui a résisté à la Première Guerre mondiale et ça servait de salon de coiffure pour le D. Duke of Cornwall, pour le C. Light Infantry. Alors il y a sur les murs plusieurs dizaines d'inscriptions brique par brique. Les soldats ont voulu laisser une trace de leur passage, de leur attente, avant de passer chez le coiffeur. Et ça résistait jusqu'à nos jours, quoi. Alors le problème c'est, est-ce qu'on doit restaurer ce genre d'inscriptions? Est-ce qu'on doit les sauver? Est-ce qu'on doit leur laisser leur vie propre? Ceux qui meurent jamais, ça never die. Ceux qui résistent à tout. Ceci est pas mal. Le mec, il a dit que toutes ses campagnes, Mametswood, la Somme, Remember, Mametswood, et tous les endroits chauds dans la Somme. Les gens qui ont fréquenté ces lieux-là en 1916, c'est des gens qui ne meurent jamais. Il y a 200 000 soldats allemands dans la région, enterrés. C'est plus austère, ça. Hein? Oui. Le monument allemand, à l'époque, il est dans un cimetière en 1916, au sud d'Arras. Et quand ils créent le cimetière ici, ils le ramènent. Mais c'est un des rares monuments allemands d'époque encore en place. Tu as remarqué, Jacques, il y a 2 hommes à gauche, 2 hommes devant, 2 hommes derrière, il y a 4 hommes par croix. Il y en a 40 000. Là. Tu vois, tu as des stèles juives là. Stèles, là. Il n'y a qu'un seul. un seul plafond. Dès les premiers morts, les croix étaient en forme de croix de fer. Et la croix de fer, elle est noire. Donc elle était peinte en noir avec le nom inscrit en blanc. Alors pour les tombes françaises, dès la bataille de la Marne, toutes ces tombes dispersées sur le terrain, pour les voir dans les champs, il est peint en blanc, avec une cocarde, alors très vite. Et ensuite, on a gardé la croix noire pour l'Allemagne, blanche pour la française, voilà. Tous ces cimetières, mis bout à bout, j'avais calculé que tu pars de Dunkerque et tu vas jusqu'à Bâle, jusqu'à la frontière suisse, ça va te faire une ligne de 800 km de long sur 10 mètres de large. C'est exactement la frontière, en fin de compte. Ce grand sacrifice, cette grande épreuve, cette grande guerre, elle est le début de la construction européenne. Cette construction européenne qui, normalement, au moins devrait éviter ce genre de massacre. Devrait.
On a fait des impasses sur énormément de Ah bah oui, on n'a choses, pas, hein, c'est on n'a pas, on n'a pas le temps. C'est pas une histoire de temps. On n'a pas le temps, il faudrait 600 pages pour l'année 14, 800 pour l'année 15, etc. 1000 pour Verdun, et puis non, bah c'est vrai. Oui, rien que pour Verdun, il en faudrait Est-ce 3000. que tu te souviens qu'un jour tu m'avais dit j'aimerais faire un dessin par jour sur les 1551 jours de guerre? Ouais. On le fera un jour. Dans les champs d'herbes vertes, la guerre était tapie. Sa gueule grande ouverte, et les voilà sans vie. En plein cœur de l'été, ils avaient pris la route, et les voilà tombés. Petit mort du mois d'août, petit mort du mois d'août. Ils vinrent de toutes parts, Sénégalais, Normands, Corse, Basque, Occitan, Algériens, Savoyards, Auvergnats ou Bretons. Et quoi qu'il leur en coûte, tous ont rejoint le front. Petit mort du mois d'août, petit mort du mois d'août.